Je vous propose, avant de commencer la présentation de la mission d'information qui nous occupera ce matin, de procéder à 4 nominations de rapporteurs sur des propositions de loi que notre commission devra examiner, notamment 3 dans le cadre de la niche du groupe Horizon. Sur la proposition de loi adoptée par le Sénat portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982, j'ai été saisi de la candidature de M. Hervé Solignac, qui est donc désigné comme rapporteur. Sur la proposition de loi de M. Didier Lemaire et plusieurs de ses collègues visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile, j'ai été informé par le groupe Horizon de la candidature de M. Didier Lemaire, qui est donc rapporteur. Sur la proposition de loi de M. Philippe Pradal et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, j'ai reçu votre candidature, Monsieur le rapporteur, qui vous êtes désigné. Sur la proposition de loi organique de M. Henri Alfandari et plusieurs de ses collègues visant à renforcer l'ancrage territorial des parlementaires, j'ai reçu donc la candidature de M. Henri Alfandari, qui lui-même est désigné rapporteur. Et donc nous en avons fini avec les désignations de rapporteurs. Nous passons à l'examen du rapport de la mission d'information sur les défis de l'intelligence artificielle générative en matière de protection des données personnelles et d'utilisation du contenu généré. Elle a été confiée le 3 mai dernier à nos deux rapporteurs, M. Philippe Pradal et M. Stéphane Rambaud, qui m'ont rejoint. Vous avez depuis effectué un travail approfondi sur ce sujet difficile, ce qui explique que vos travaux aient été un peu plus longs que prévu, en tout cas plus longs que ceux des précédentes missions d'information. Sujet vaste, et le bureau de la commission l'avait retenu pour une mission qui avait un intitulé qui était aussi une invitation à bien inscrire ces travaux dans le champ des compétences de notre commission, concernés sous l'angle du droit civil, du droit pénal, des relations avec les administrations. Et en tant que rapporteur, vous étiez forcé d'identifier les principaux risques et opportunités que présente cette technologie, l'intelligence artificielle générative, pleine de promesses, qui se développe très rapidement et qui est déjà très utilisée par nos concitoyens. Vous n'avez pas, je crois, pas négligé les enjeux européens sur ces questions, principalement au titre de la protection des données, qui sont évidemment essentielles si nous voulons aboutir à une régulation efficace. Et il convient bien sûr sur cette question de soutenir la créativité de l'innovation technologique, mais aussi de lutter contre les abus, les détournements que nous pourrions rencontrer et que auxquels nos concitoyens sont confrontés, eux ou leur liberté fondamentale. Au cours de ces travaux, vous avez rencontré une quarantaine de personnes. Vous avez mené une quarantaine d'auditions, de tables rondes, rencontrant de nombreux chercheurs et universitaires, des administrations, des autorités administratives indépendantes. Vous êtes aussi rendu à Bruxelles pour rencontrer la Commission européenne. Et donc, nous comptons sur vous pour éclairer la Commission sur les opportunités et les difficultés de cette technologie, pour exposer vos propositions, un peu plus d'une trentaine, afin de réguler l'intelligence artificielle générative, sans pour autant ralentir ou compromettre son essor annoncé. C'est donc à vous que je cède la parole dès ce matin pour la présentation du rapport que vous avez commis. Allez-y, messieurs le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. 30 novembre 2022, coup de tonnerre planétaire. La société américaine, bien sûr, OpenAI, sort ChatGPT 3.5. Et en une semaine, il y a 1 million d'utilisateurs, ce que Facebook avait mis près d'un mois à acquérir. Alors, qu'est-ce que c'est ChatGPT? C'est un robot conversationnel. Mais bon, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, on lui pose la question par un prompt. Un prompt, c'est en fait une commande. On lui a posé la question, par exemple, eh bien, fais-moi une dissertation avec une introduction, 2 parties, 2 sous-parties, une conclusion, et puis je te donne un thème, eh bien, par exemple, l'État, ce monstre froid. Eh bien, en 43 secondes, il y a eu 5 pages, équivaut 16 à Sciences Po. Voilà, c'est ça, ChatGPT 3.5. Et en fait, c'est un robot conversationnel. Donc on lui dit, mais en fait, ton sujet, il n'est pas complet. Ah, excuse-moi, il nous dit, excuse-moi. En fait, c'est tiré de la véritable phrase de Friedrich Nietzsche, l'État est le plus froid de tout le monstre froid. Donc en fait, quand on essaye de le piéger, eh bien, il nous répond. Voilà ce que c'est que le ChatGPT. Alors, c'était basé le 30 novembre 2022 sur quand même
un socle de 175 milliards de données. Et c'est déjà fantastique. Et 4 mois après, il y a eu un deuxième coup de tonnerre en avril. OpenAI nous sort le ChatGPT 4. Alors, ChatGPT 4, il est payant, OK. Et en fait, il est basé sur 1 milliard de données. Donc, en 4 mois, on passe de 175 milliards de données, de paramètres, le socle, à 1 milliard de milliards. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont des notions de mathématiques, on passe de 17 à la puissance 12 à 10 à la puissance 18. Hein, donc, 10 à la puissance 18, c'est quand même 18 zéros après le 10. C'est vertigineux, c'est même sidéral. On sait qu'en ce moment, OpenAI, mais je prends un exemple d'OpenAI, il y en a bien d'autres, dans tous les pays d'ailleurs, en Chine, qui travaillent, qui ont aussi des robots conversationnels. Et OpenAI travaille sur, bien sûr, le 3.5, le 5, le ChatGPT 5, bon, qui n'est pas encore sorti. Alors, c'est vertigineux, ça nous donne des perspectives aux citoyens, des perspectives immenses en gain de temps sur beaucoup de plans. Mais il y a, bien sûr, il y a le revers de la médaille. Voilà, le revers de la médaille. D'ailleurs, c'est passé un peu inaperçu, mais cet été, à Hollywood, il y a une grève. Bon, une grève à Hollywood, c'était peut-être la première fois. Une grève, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle générative, ça ne génère pas que du texte. Ça génère aussi de la photo, de la vidéo. Et en Californie, ils ont peur de quoi? Eh bien, ils ont peur que l'IAG produise des séries de télévision, produisent des films, et c'est arrivé à leur place. Voilà. D'ailleurs, il y a les sociétés de livres aussi qui ont une grande peur. Voilà. Donc ça, c'est pour brosser un petit peu le tableau. Donc face à cet engouement pour l'IAG, face aux perspectives que ça peut apporter et face aussi à certains risques, l'Assemblée nationale, comme l'a dit le président de notre commission des lois, Sacha Houlié, a décidé la création d'une mission d'information sur l'intelligence artificielle générative, mais nous sommes en commission des lois, donc on a restreint, c'est en matière de protection des données personnelles et d'utilisation du contenu généré. Voilà, donc c'est une pré-introduction, là, et je vais laisser la parole à mon collègue Philippe Pradal, co-rapporteur de cette mission. Excuse-moi. Ah, président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Rambaud, co-rapporteur. Donc, effectivement, cela a été rappelé. Rapidement, au mois de mai 2023, notre commission nous a confié cette mission sur les intelligences artificielles génératives et plus particulièrement sur les risques qu'elles posent en matière de protection des données et d'effets sur les contenus générés. L'exercice de rester dans le périmètre de la commission des lois n'a pas été facile tant le sujet est vaste et tant rapidement un certain nombre de sujets ont montré que des sujets économiques, des sujets de protection du droit d'auteur, des sujets d'innovation, des sujets de culture, d'éducation se sont posés. Pour autant, nous avons essayé de n'éviter aucune question, mais de n'empiéter sur le travail de personne. Nous pensons aussi, c'est peut-être la seule conclusion écrite qui n'apparaît pas dans le rapport, qui est de dire que ce sujet est lancé et que très certainement il devra préoccuper à la fois et l'ensemble de nos commissions et l'ensemble du Parlement et l'action des pouvoirs publics pendant encore un certain nombre d'années. Au cours des 8 mois de travaux qui nous ont été généreusement octroyés par Monsieur le Président, et je l'en remercie, nous avons pu, au travers d'à peu près 50 auditions, séquencer nos auditions selon la logique suivante. D'abord, nous avons voulu rencontrer le monde académique, parce qu'il nous paraissait important de faire un état de l'art, d'autant plus que nous avions l'immense chance de pouvoir profiter de l'excellence de la recherche française sur le sujet. La France est à la fois pionnière et
une référence en matière d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la quasi-totalité des laboratoires dans le monde qui travaillent sur l'intelligence artificielle ont à des postes clés des gens issus de la recherche française ou issus des organismes de formation français. C'est un point important, donc il nous paraissait important de faire le tour, avec un périmètre français au sens large, européen dans les faits, du monde académique sur ce qu'est l'intelligence artificielle et sur les risques qu'elle peut créer. Ensuite, nous avons tenu à rencontrer des institutions, autorités administratives indépendantes, grandes administrations, et enfin le monde de l'entreprise avec une volonté affirmée, partagée et à mes yeux nécessaire de ne rencontrer le monde de l'entreprise que sous forme de collectif et de ne pas rencontrer des entreprises individuellement, à l'exception d'un cas qui était la société Mistral, parce qu'il nous paraissait important d'avoir le point de vue de collectif et non pas d'entreprise individuellement, afin d'éviter une forme d'hallucination ou de biais, pour employer deux termes qui sont fréquents en matière d'intelligence artificielle. Le premier constat que nous pouvons poser à ce stade, c'est qu'il s'agit bien sûr d'un phénomène difficile à circonscrire, dont les effets aujourd'hui ne sont que très imparfaitement connus. Il est de bon ton de dire que les métiers qu'exerceront les gens dans 20 ans, une part significative d'entre eux n'existe pas encore. En matière d'intelligence artificielle, je pense que ce que nous pourrons faire avec les intelligences artificielles dans 20 ans aujourd'hui, c'est même pas que nous ne le connaissons pas, c'est que nous n'arrivons même pas à l'imaginer, même pour ceux qui sont les plus inventifs, voire les auteurs de science-fiction. Les intelligences artificielles génératives, qu'on appellera peut-être par commodité IAG plus tard, sont une forme d'intelligence artificielle visant à créer des contenus originaux. Nous avons bien sûr l'idée du texte, qui paraît être l'aspect le plus naturel, mais aujourd'hui, les intelligences artificielles génératives peuvent créer tout un tas d'autres choses. On pense aux images, ça commence à rentrer un petit peu. Au-delà de ça, la connexion des dispositifs d'intelligence artificielle, avec notamment les apports des neurosciences, peuvent demain conduire à créer des odeurs et à créer des odeurs non perceptibles, mais qui nous emmènent à penser ou à ressentir un certain nombre de choses ou à provoquer un certain nombre de réactions. L'utilisation d'infrasons peut également créer un confort ou un inconfort. Donc on voit que nous sommes face à un champ des possibles extrêmement vaste et qui fait que nous devons nous interroger sur les modalités d'exercice de l'esprit critique par rapport à des choses qui sont créées principalement au moyen de machines, même s'il y a toujours une intervention humaine. Cela a été rappelé par Stéphane Rambaud concernant ce qu'on appelle les prompts dans le langage ChatGPT, en fait les commandes que nous donnons à ces systèmes. Ces systèmes sont toujours des systèmes probabilistes à ce stade. Aujourd'hui, même les recherches les plus avancées ne sont pas sorties de ces dispositifs-là, même s'il y a des pistes qui existent sur le fait d'être dans des systèmes plutôt syntaxiques que probabilistes. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la plupart de ces modèles, la quasi-totalité de ces modèles qui produisent des résultats connus du grand public, fonctionnent sur la base de probabilité, c'est-à-dire ils associent, en utilisant le nombre de paramètres qui a été indiqué et qui est effectivement vertigineux, la proximité, par exemple, de mots pour traduire un texte en disant le plus probable, dans le contexte qui m'est sollicité, que le mot suivant soit celui-là, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Une intelligence artificielle, et c'est l'impropriété de langage qui est utilisée, ne sait pas ce qu'elle répond. Aujourd'hui, même les chercheurs les plus avancés sur le sujet nous ont dit qu'on n'a pas encore de perspective d'une intelligence artificielle qui serait consciente d'elle-même et qui serait consciente de ce qu'elle produit. Je partage ce soulagement. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas considérer ce point comme acquis définitivement. Mais en revanche, à ce stade, c'est vraiment, pour le coup, de la science-fiction d'avoir des intelligences artificielles qui savent ce qu'elles disent. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles ne trompent pas les personnes avec qui elles dialoguent. Et le fameux test de Turing, auquel d'ailleurs Turing avait échoué, c'est-à-dire qui vise à identifier la capacité de l'homme à... qui vise à mesurer la capacité de l'homme à identifier lorsqu'il dialogue avec une machine plutôt qu'avec un autre être humain. Aujourd'hui, les intelligences artificielles génératives, notamment un certain nombre de bots conversationnels, passent cette épreuve haut la main et les humains n'arrivent pas à savoir qu'ils sont en train de parler à une machine. Alors nous sommes bien sûr face au dilemme, mais que nous connaissons depuis toute invention humaine. Soit il nous appartient de faire des intelligences artificielles génératives, des exosquelettes qui nous permettront d'aller vers cette réalité qui est aussi un peu effrayante d'une humanité augmentée, lui permettant de faire des choses qu'elle ne sait pas faire ou qu'elle ne pourrait pas faire sans l'aide des intelligences artificielles. Soit nous pouvons et nous devons faire face à tous les usages détournés de ces intelligences artificielles qui ouvrent un champ malheureusement accru
sur des phénomènes qui relèvent du droit pénal, mais sur lesquels nous pensons que le droit pénal devrait être adapté, notamment les phénomènes de harcèlement, les phénomènes d'information mensongère, les phénomènes de diffamation, d'injures publiques. Ne négligeons pas aussi le fait que aujourd'hui, ces intelligences artificielles ne sont pas françaises, ne sont pas européennes, n'ont pas été construites dans un environnement respectueux des données et des droits de l'homme tels que nous les connaissons, et que donc la manipulation par des entreprises étrangères ou des entités étrangères, ou enfin des entités qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous et la même vision que nous des droits de l'homme, peut être opérée. Certaines personnes parlent de véritables révolutions, comme celle de l'industrie automobile au fin du 19e ou celle de l'informatique dans les années 1970. Face à ça, il apparaît donc nécessaire de réguler la conception des UAG pour protéger nos principes et nos données, mais sans brider l'innovation. Donc, il faut quand même se rappeler que Elon Musk, il y a lui-même, donc un des pères d'OpenAI, même s'il a quitté cette société américaine, avait demandé il y a quelques mois un moratoire de 6 mois. Et ce moratoire avait été signé par plus de 100 ingénieurs et cadres experts dans l'intelligence artificielle générative. Bon, ça n'a pas été parce que la machine étant lancée, c'est difficile d'arrêter le progrès. Donc, nous avons pu étudier la diversité des outils de régulation et leur faisabilité. Alors, au stade de la conception et de la mise sur le marché, il est possible de contrôler le fonctionnement des algorithmes ainsi que les biais éventuels pouvant apparaître volontairement ou non de la phase d'apprentissage du modèle. Il est également souhaitable de contrôler les données d'entraînement pour s'assurer qu'elles ne portent pas atteinte à la protection des données personnelles et du droit d'auteur. Ça, c'est au stade de la conception. Maintenant, au stade de l'utilisation, des tests pourraient être réalisés de manière aléatoire ou sur la base des plaintes des utilisateurs. Des biais peuvent en effet apparaître du fait des informations renseignées auprès des IAG par les utilisateurs, puisque celle-ci est généralement en apprentissage continu. On peut demander à avoir une obligation de marquage des contenus. Bon, c'est difficile dans le cas des textes, mais c'est robuste dans le cas des images et des vidéos. Ça permettrait également à l'usager de toujours distinguer les moments où il interagit avec une intelligence artificielle de ceux où il interagit avec un humain. Parce qu'il nous a semblé indispensable, dans le cadre, par exemple, des campagnes électorales, pour limiter la diffusion des fake news. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, un peu plus loin. Donc, nous considérons que certaines obligations n'ont pas forcément besoin de relever du droit dur et du contrôle systématique, mais devraient relever plutôt du droit souple. En mettant en place des standards pertinents et des outils préventifs associés à des contrôles réguliers et des sanctions élevées, il serait possible de préserver la capacité d'innovation de l'Europe tout en soumettant des modèles issus d'autres continents à nos règles. Mais pour l'instant, mon sentiment personnel est que nous régulons parce que nous sommes en retard d'un point de vue technologique. Enfin, pour terminer cette première partie, il faut rappeler que le contrôle des intelligences artificielles génératives demandera des compétences techniques très élevées. Eh oui, parce que pour contrôler, il faut quand même connaître sur le bout des doigts la matière que l'on contrôle. Et nous avons en France, au sein de la CNIL ou du pôle d'expertise de la régulation numérique, le PEREN, mais ça ne sera pas suffisant si le phénomène continue de croître aussi rapidement. Il sera donc utile de s'appuyer sur la coopération avec les sociétés concernées et entre les régulateurs des différents pays.
L'échelon pertinent de régulation est apparu clairement comme l'échelon européen en capitalisant sur les effets positifs du RGPD. On a constaté avec le RGPD qu'à la fois la taille du marché européen et la technicité apportée pour régler un certain nombre de sujets avaient permis d'imposer un certain nombre de règles à des acteurs extra-européens s'ils voulaient travailler sur le marché européen, et la complexité du respect d'un certain nombre de règles fait qu'il n'y a pas un produit qui est créé pour l'Europe en matière technologique ou un produit créé pour les autres parties du monde, ce qui fait qu'en fait les règles du RGPD ont en quelque sorte contaminé ou eu un effet viral sur l'ensemble des dispositifs. C'est pour ça que l'échelon européen nous paraît le seul pertinent. Retenir un échelon national ne serait pas efficace pour la raison que cela condamnerait définitivement les entreprises françaises à ne respecter que le référentiel français, à être incapables de procéder à la diffusion de leurs produits sur d'autres parties du territoire. Le règlement sur l'intelligence artificielle européen, dont le calendrier s'est télescopé avec nos travaux et que nous avons travaillé quasiment en temps réel jusqu'à la rédaction du rapport, a prévu une régulation avec deux axes. D'abord, une régulation par rapport à la taille des modèles, estimant que plus le modèle était grand, plus il devait avoir une régulation et un contrôle important par les autorités. L'autre point, c'est sur les risques et les usages, c'est-à-dire en identifiant dans une terminologie bien connue du monde anglo-saxon en matière de l'audit, classant les risques présentés par l'usage et considérant que plus le risque présenté par l'usage est important, plus le contrôle doit être élevé. Pour autant, cette régulation européenne peut être complétée par des spécificités nationales, et nous pensons qu'il y en a un certain nombre, plus dans le sens d'un accompagnement que dans le sens d'une réduction des possibilités offertes. Et notamment, nous pensons que le droit, la réglementation doit contribuer à l'émergence d'acteurs de rang mondial sur le territoire européen et singulièrement sur le territoire français. En effet, nous l'avons dit, une intelligence artificielle générative efficace, aujourd'hui, il faut des cerveaux. Nous les avons, ils sont formés en France et le monde entier nous les pique. Il faut des ordinateurs extrêmement puissants, et pour alimenter ces ordinateurs, il faut une énergie fiable et bon marché sur un territoire politique stable. Nous pouvons penser que la France et l'Europe remplissent ces conditions. Et puis, il faut des données. Et nous avons en Europe et en France singulièrement à la fois des données qualifiées, des données sûres et surtout des données sur lesquelles nous avons une expérience de protection et d'usage. Donc à ce titre, la France nous paraît avoir des atouts. Pour autant, la gouvernance aujourd'hui de l'intelligence artificielle nous paraît un peu nébuleuse, pour dire les choses de façon un peu excessive. Et il nous paraît important d'organiser, de rendre plus visible cette direction sans retourner à la logique d'un plan. Nous pensons que la réussite de l'intelligence artificielle en Europe et en France suppose qu'une direction soit donnée, une direction pluriannuelle avec des moyens et une gouvernance lisible. Un pas a été franchi avec la désignation d'un coordinateur national depuis maintenant plusieurs années. Pensons aussi qu'il faut distinguer la coordination de ces initiatives et les autorités de régulation qui doivent jouer leur rôle. Après réflexion, si la CNIL doit conserver un rôle éminent de par son expérience en matière de contrôle d'utilisation des données et de par le travail qu'elle a conduit sur l'intelligence artificielle depuis longtemps, pour autant, d'autres autorités administratives indépendantes, comme l'ARCOM et l'ARCEP, ont aussi leur rôle à jouer. L'idée est de maintenir les compétences de toutes ces AI, mais en procédant à une coordination et à une spécialisation. C'est-à-dire que là aussi, l'environnement de l'intelligence artificielle sache quel est le rôle de chacun et quelles sont les prescriptions produites par chacun. Enfin, cela a été dit, je n'y reviens que très rapidement. Le droit souple est probablement le meilleur mode de régulation, tant il faut de la réactivité et de la rapidité pour un certain nombre de choses, étant il faut s'habituer, même si cela peut choquer les juristes de culture française et européenne que nous sommes, à avoir plutôt des lignes directrices et des bacs à sable que des documents de droit dur. Enfin, à titre personnel, je recommande, pour qu'un signal fort soit envoyé, que l'intelligence artificielle soit déterminée comme une priorité, qu'à l'instar de ce qui a été fait sur le logement et qui doit être poursuivi, soit créé quelque chose qui ressemble à 1% intelligence artificielle, qui impose une obligation d'investissement pour les entreprises dans l'intelligence artificielle, ou à minima la participation à un fonds. Nous ne créerons des géants de taille mondiale en Europe que si nous prenons conscience collectivement qu'il faut aussi des financements pour développer de l'intelligence artificielle sur notre territoire, intelligence artificielle respectueuse de notre modèle. Alors, tout à fait. Et il ne faut pas laisser aux GAFAM américains le monopole de l'intelligence artificielle générative.
C'est pourquoi les pouvoirs publics, français et européens, doivent soutenir l'innovation. En France, nous avons beaucoup de start-up qui ne demandent qu'à se développer. Ce soutien des pouvoirs publics à l'innovation peut également passer par la commande publique. Certaines administrations ont commencé à réfléchir et il y a actuellement une expérimentation pour mettre en place un robot conversationnel en direction des usagers. L'IAG est également utilisé par la gendarmerie nationale et la justice. Bon, la gendarmerie est le service public le plus avancé en matière d'IAG. On l'a vu parce que dans les 50 auditions auxquelles nous avons procédé, Philippe et moi, on avait beaucoup d'administrations et c'est vrai que la gendarmerie nous a paru être à la pointe dans ce domaine. Bon, la justice aussi utilise l'IAG pour détecter les fraudes ou croiser les enquêtes. Mais ces initiatives des pouvoirs publics en France sont encore isolées et très limitées. Or, les besoins de l'État ou des établissements et entreprises que l'État contrôle sont nombreux et peuvent nourrir l'innovation et le financer. Dans le domaine régalien, il est même indispensable que nous puissions utiliser des solutions françaises ou à minima européennes. Or, actuellement, nous prenons des solutions qu'on appelle des solutions sur étagère fournies par les GAFAM. Nous risquons donc de nous rendre dépendants. Et nous le devenons dépendants. Cette inquiétude est légitime puisqu'elle s'illustre dans d'autres domaines informatiques. Je prends l'exemple, assez récemment, dans le cadre de l'hébergement des données, faute d'alternatives françaises et européennes, la CNIL a autorisé la création d'un entrepôt de données de santé basé sur le traitement automatisé de données personnelles. C'est la plateforme ILF Data Hub qui sera hébergée sur le cloud de Microsoft. On dit pour une durée de 3 ans. La CNIL alerte pourtant sur les risques d'application des lois américaines à portée extraterritoriale. C'est seulement en priorisant les entreprises françaises et européennes dans la commande publique que les données des Français seront protégées. Les administrations ne sont pas encore suffisamment, elles ne se sont pas encore suffisamment saisies de la question. Nous recommandons un grand audit dans les administrations en associant les agents pour identifier les usages pertinents de l'IAG à partir des besoins du terrain et dans le respect du maintien d'un contrôle humain. Enfin, les rapporteurs que nous sommes nous sommes intéressés au traitement des usages détournés de l'IAG, dont Philippe a parlé, car celle-ci peut faciliter la commission de certaines infractions. Par exemple, les faux, la tromperie, le plagiat, la manipulation de l'information, les infractions de presse, etc. Il nous semble nécessaire d'adapter notre droit pénal pour préciser que ces infractions sont également constituées lorsqu'elles sont commises par l'intermédiaire ou avec l'aide d'une intelligence artificielle générative. Nous pensons même nécessaire de créer des infractions spécifiques, notamment pour couvrir le phénomène des deepfakes. Ces trucages permettent de créer des vidéos ou des photos hyper réalistes. Les conséquences de ces contenus, à l'heure des réseaux sociaux, peuvent être terribles et risquent de saper la confiance des citoyens dans l'information en général. Nous pensons notamment aux campagnes électorales, et ça nous concerne tous. Ce que nous proposons, c'est un principe général. Un utilisateur doit toujours savoir s'il a affaire à une intelligence artificielle ou pas. Cela passe par quoi? Cela passe par le marquage des contenus, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi par des sanctions sévères. Et elles existent déjà lorsque ce principe n'est pas respecté. Nous avons rencontré les représentants des principaux réseaux sociaux qui essayent de détecter et de signaler les images produites par de l'intelligence artificielle.
Notre droit doit également aller en ce sens, et ce principe de transparence sur l'usage des IAG doit également s'appliquer aux travaux scolaires ou universitaires. Enfin, nous devons avoir une réflexion sur le régime de responsabilité en cas de dommages causés par une IAG. Qui est responsable d'un contenu généré? Celui qui a conçu le modèle? Celui qui le fournit? Celui qui l'utilise? Nous avons décidé d'écarter l'idée d'un régime de responsabilité sans faute des IAG, qui rendrait les concepteurs responsables des usages détournés, car cela entraverait l'innovation. En revanche, il faut une répartition claire de la responsabilité lorsque des modèles sont conçus sans respecter certains standards et conduisent à l'apparition de biais. Nous proposons donc une adaptation du régime de la preuve, car il est très difficile pour un utilisateur de démontrer les failles d'un modèle. Ce doit être au concepteur de s'expliquer. Et nous recommandons de faciliter les actions de groupe dans ce domaine pour rétablir le rapport de force entre utilisateurs et fournisseurs d'IAG. C'est de cette manière que nous pourrons rendre compte de ces innovations respectueuses de nos droits et les mettre au service de nos citoyens. Merci, messieurs les rapporteurs. Je rappelle que les interventions des différents orateurs sur les missions d'information sont d'une durée de 2 minutes maximum. Donc je vais appeler les différents orateurs. Monsieur Bouffy-Valente. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour la qualité de ce rapport éclairant sur les enjeux de l'intelligence artificielle, en l'occurrence générative, qui inexorablement s'impose à nous jour après jour. Votre présentation l'a relevé, au même titre que la première phrase de l'introduction de votre rapport, l'intelligence artificielle générative est intrinsèquement neutre. Autrement dit, nous devons nous montrer agiles et habiles dans l'appréhension de cette technologie afin d'en faire un bénéfice et non un préjudice. Cependant, l'adaptation de nos usages se doit d'être collective et s'accompagner d'une réglementation claire, accessible et précise. Je serai assez bref sur les différentes réglementations européennes sur le sujet qui, comme vous le relevez, demande encore un travail d'adaptation. Mes interrogations seront néanmoins plus vastes sur les risques collectifs de cette technologie et leurs possibilités d'encadrement ou d'accompagnement. La première d'entre elles porte sur les risques sociaux. Il est indéniable que cette technologie présente des facteurs d'accroissement de la productivité indispensables dans notre monde globalisé. Mais si les mutations technologiques peuvent entraîner des licenciements pour motifs économiques, vous relevez que l'intelligence artificielle générative est moins susceptible de supprimer des emplois que de redéfinir les compétences nécessaires pour les occuper. Aussi, ce besoin de formation peut-il reposer sur la capacité du modèle actuel? Dans cette même logique de réaffectation des compétences, dans quelle mesure pensez-vous que cette technologie puisse être appliquée dans l'accompagnement de nos services publics dans les territoires les plus isolés? Je pense notamment aux informations délivrées aux usagers, par exemple. Enfin, concernant les risques d'influence extérieure que vous développez dans le renforcement humain de cette technologie, avez-vous ciblé des risques d'ingérence de puissances étrangères? Je vous remercie. Monsieur Yohann Gillet. Moi aussi, donc Merci. Le sujet de l'intelligence artificielle est l'un des grands défis du XXIe siècle. Alors que les grandes puissances mondiales développent des technologies, l'Union européenne se contente, elle, de les réguler au risque d'être dépassée et de disparaître du concert des nations. L'approche craintive de l'Union européenne vis-à-vis de l'intelligence artificielle présente aujourd'hui des risques que nous ne pouvons pas sous-estimer. L'AI Act permet de protéger les droits fondamentaux de nos concitoyens des menaces actuelles de l'intelligence artificielle, comme la non-discrimination, l'accès à la justice ou encore le respect de la dignité humaine et de la vie privée. Le texte encadre également l'usage exceptionnel de certaines technologies de surveillance dans le cadre d'actes terroristes ou d'enlèvement d'enfants. Alors, si cette loi pose un cadre juridique nécessaire à l'utilisation et au développement de l'intelligence artificielle, elle contient de nombreuses imperfections. Parce que, dans un contexte où l'Union européenne accuse un retard technologique et commercial en matière d'intelligence artificielle, l'élargissement excessif de ces règles normatives pourrait pénaliser l'innovation. Par ailleurs, il ne faut pas non plus sous-estimer les pénalités de l'intelligence artificielle en matière de protection des populations, de sécurité et de lutte contre la délinquance. Or, comme le précise votre rapport, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a indiqué
que le texte élaboré par le Parlement pourrait conduire à un recul des possibilités offertes aux États membres. Par ailleurs, en matière de détection des contenus numériques à caractère discriminatoire ou pédopornographique. D'ailleurs, le texte ne prévoit aucune mesure visant à soutenir les acteurs européens du numérique. Les quelques mesures prévues pour dynamiser l'innovation bénéficieront donc non pas à nos seules entreprises, mais à tous nos concurrents. À terme, les contraintes administratives, parfois excessives, risquent d'entraver l'innovation, la protection de nos citoyens et la concurrence sur le marché entre des acteurs. Monsieur le rapporteur, petite question rapide et j'en termine. Donc, est-ce que ce texte constitue un véritable obstacle pour rattraper le retard de la France en matière d'intelligence artificielle et quelles sont vos préconisations pour créer un environnement plus favorable au développement du secteur? Merci. Monsieur Philippe Platon. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, remercier les deux co-rapporteurs pour le gros travail qu'ils ont fourni et leur dire à quel point je partage, en tant que membre de la CNIL, leur proposition numéro 7, puisque c'est une des propositions que nous avons fait avec Philippe Gosselin dans le cadre de la mission que nous avions eue sur les images de sécurité. 3 petites questions. Vous avez vu certainement que Midjourney avait décidé de modifier ses conditions générales d'utilisation pour la campagne américaine en interdisant l'utilisation de Midjourney sur les images du président Biden actuel et de son concurrent Donald Trump. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que nous devrions l'ancrer dans la loi en dur, nous aussi, et pas simplement uniquement rester dans des conditions générales d'utilisation, ce qui était la crainte que nous avions avec les réseaux sociaux et qu'on pourrait peut-être ne pas reproduire. Deuxième question que nous avions soulevée avec Philippe Gosselin aussi dans le cadre de notre mission, les questions concernant le droit pénal. Nous avons fait une alerte sur l'utilisation des deepfakes dans le cadre des procès pénaux. Il n'y a rien dans la loi de programmation du ministère de la Justice sur ce sujet. Est-ce que vous avez pu investiguer ce point et partagez-vous en partie notre crainte sur l'utilisation de telles images dans le cadre de procès qui rendrait la tâche très difficile pour les magistrats de déterminer si effectivement l'image est réelle, pas réelle et si elle doit être écartée comme preuve ou intégrée? Dernier point, la question sur la souveraineté des modèles de fondation, notamment pour l'administration, vous l'avez dit. Je partage, mais vous le savez, et je suis très heureux que vous l'ayez dit, les craintes concernant le Health Data Hub et l'utilisation des données de santé avec de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on fait pour corriger le tir? Nous avions essayé dans la loi SREN de pouvoir le modifier en changeant l'hébergement, non pas en hébergeur de données de santé, mais en Secnum Cloud, pour justement permettre à des entreprises françaises de pouvoir conserver la maîtrise des données et servir ensuite de modèle de fondation. Ça n'avait pas été suivi, notamment par une partie de la majorité. Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant, dans le cadre de ce que vous avez pu voir avec votre rapport, de modifier un certain nombre de ces points pour permettre une véritable souveraineté et sur les données et qui permettront ensuite la souveraineté sur les algorithmes? Je vous remercie. Monsieur Hervé Solignac. Merci Monsieur le Président, merci aux deux rapporteurs pour leur travail. Je suis toujours assez étonné lorsqu'on parle d'intelligence artificielle de voir comment on l'évoque comme étant une perspective en devenir. C'est une réalité pleine et entière du moment et je crois même que le politique est très en retard à l'égard de cette réalité, qu'on court après les conséquences de l'utilisation de l'IA dans un certain nombre de domaines et qu'il faut cesser de le voir comme quelque chose de vertigineux dans tous ses possibles. Tout est déjà considérablement bouleversé par l'IA. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que c'est probablement dans l'histoire la première révolution technologique qui frappe des cerveaux et non pas des bras. Et pourtant, ces cerveaux ne paraissent pas comprendre qu'il faut aller plus vite que ce que nous allons dans les protections nécessaires. Alors, à cet égard, s'agissant de ces protections nécessaires, je voudrais vous interroger sur un fait qui me semble quand même assez important, c'est que, s'agissant d'IA, tout est à peu près entre les mains de privés. Il n'y a pas d'IA publique, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'entreprise publique, en tout cas. Bon. L'Europe régule, certains le regrettent, ça a été dit tout à l'heure. L'Asie ne régule pas du tout. Les États-Unis, très peu, et laissent le soin à leurs grosses plateformes de prendre leurs responsabilités. Je voudrais savoir comment vous voyez cette espèce de dichotomie, c'est-à-dire que l'Europe a des règles vertueuses, mais de ce point de vue-là, ça ne la rend pas forcément compétitive. Et donc, est-ce que vous souhaitez, comme ça a été dit tout à l'heure, moins de règles pour être plus compétitif ou plus de règles pour être mieux protégé? Et puis la deuxième question est directement liée à ma remarque. D'aucuns défendent le principe ou le concept d'une IA super forte comme étant la seule capable de jouer quelque part des fonctions de gendarmerie à l'égard des autres IA. Et ça suppose d'avoir une stratégie publique pour construire une IA super forte.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué, quelque chose sur lequel vous vous êtes penché, notamment pour... vous avez regretté la dépendance aux GAFAM. Je n'ai pas tout à fait compris l'alternative qui pouvait être la vôtre. Est-ce que celle-là pourrait en être une? Je vous remercie. Merci. Madame Élisa Martin. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci pour le travail que vous avez fourni. L'IA générative est donc quelque chose de tout à fait particulier, puisque à partir de données, elle crée des contenus qui sont des contenus nouveaux. Vous-même l'écrivez dans votre document, et ce, à plusieurs reprises. Nous sommes à l'aube d'une révolution, ou déjà dans cette révolution qui se déroule sous nos yeux. Et en même temps, vous êtes toujours dans cette tension entre protection des données et la question de l'innovation, qui, en tant que telle, serait vertueuse parce qu'elle est innovante et donc devrait être l'objet d'un certain soin. Sincèrement, de notre côté, nous considérons qu'il eût fallu, avant toute chose, une forme de diagnostic, parce que quand on est à l'aube, ou déjà dans une forme de révolution, ça vaut le coup que l'être humain s'interroge. Les technologies ne sont pas vertueuses en elles-mêmes, n'est-ce pas? Elles demandent réflexion, et elles demandent surtout d'avoir une analyse qui soit une analyse plurielle, et qu'on ait recours par là même aux sciences sociales, des questions de sociologie, des questions d'impact sur la psychologie, par exemple, eût été intéressante. Lorsque nous avons fait le travail de loi bioéthique, nous avons décidé d'interdire un certain nombre de choses. Pourtant, nous sommes en capacité de les faire. Mais l'être humain a posé cette limite de dire il faut interdire. Alors nous ne sommes pas forcément pour l'interdiction, vous le savez, mais il eût fallu, nous en sommes certains, une forme de moratoire qui nous aurait donné le temps de faire un diagnostic global, première chose, et deuxième chose, j'y reviendrai dans la deuxième question, d'avoir la capacité d'assurer notre souveraineté nationale sur un sujet qui n'est pas un petit sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci. Voilà ce que je peux dire à cette étape. Monsieur Éric Pogé. Merci, Président. Je voudrais à mon tour saluer le travail de nos collègues rapporteurs qui sont issus des Alpes-Maritimes et du Var, et donc qui, comme moi, on partage la technopole de Sophia Antipolis. Je rappelle que la technopole de Sophia Antipolis est une des grandes technopoles européennes qui accueille un des 4 instituts 3IA, qui accueille une maison de l'intelligence artificielle qui rassemble les meilleurs chercheurs mondiaux du secteur actuellement en France. Et on vient d'ailleurs de clôturer le Sophia Summit le week-end dernier, qui est devenu un événement incontournable dans le domaine de l'IA à l'échelle mondiale. Moi, je voudrais revenir sur 2 recommandations qu'ont formulées nos rapporteurs, les recommandations 9 et 11 concernant la CNIL. Au printemps dernier, la CNIL a émis dans son plan d'action le souhait de travailler sur une IA respectueuse, et notamment envers les entreprises. J'ai vu que dans vos recommandations, il y avait une volonté de transformer la CNIL en une haute autorité chargée de la protection des données et du contrôle de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous entendez? Comment vous voyez évoluer les choses? Et surtout, est-ce que cette évolution de la CNIL ne risque pas d'être un frein par rapport au développement des start-up qui travaillent dans le domaine de l'IA? Et est-ce que la protection des données, qui est un vrai sujet, ne serait pas dans une compétition internationale un frein par rapport au développement de ce qui foisonne autour des start-up? Et je pense notamment à l'écosystème de Sophia Antipolis, qui est vraiment une source de start-up dans l'IA très importante. Merci. Monsieur Didier Lemaire. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. En préambule, je tiens également à saluer l'important travail réalisé par les 2 rapporteurs sur cette question ô combien importante qu'est l'intelligence artificielle générative. Je connais également leur engagement sur ces questions, et la qualité de ce rapport en témoigne. Sur le fond, comme vous le soulignez, l'intelligence artificielle générative constitue un nouveau champ d'opportunités infini, mais également des risques qu'il convient de contenir. Je ne reviendrai pas sur celles-ci, vous les avez parfaitement exposées à l'instant. Je souhaiterais avoir néanmoins votre avis sur la position qu'il serait souhaitable que nous, législateurs français, adoptions sur l'IAG. Votre rapport met clairement en exergue la difficulté de réguler sans brider ce nouvel outil.
À cela s'ajoute un réel enjeu de souveraineté européenne et nationale, compte tenu des enjeux notamment sur la collecte des données. Vous écrivez clairement que pour attirer les investisseurs et les cerveaux, certains pays pourraient utiliser leur législation pour créer un environnement plus favorable au développement de l'intelligence artificielle. Cette concurrence a déjà commencé, le Royaume-Uni ayant décidé en mars 2023 d'assouplir son régime de protection des données, jusqu'alors aligné sur le RGPD, afin de faciliter l'usage des données personnelles sans le consentement de l'utilisateur à des fins précises. Par ailleurs, à l'heure où nous pensons davantage le droit comme une contrainte que comme un outil pour soutenir l'innovation, vous proposez de promouvoir un Airbus de l'IAG sur la base d'une coopération intergouvernementale entre pays européens volontaires. Ma question est la suivante. Au regard des nombreuses auditions que vous avez menées, cette recommandation est-elle d'ores et déjà envisagée par certains acteurs? Quel obstacle auriez-vous identifié pour le développement d'un tel projet? Je vous remercie. Monsieur Jérémy Jordanov. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport est intéressant dans le sens où il vient éclairer un sujet vraiment fondamental pour notre époque, mais pour ma part, je reste sur ma faim sur deux sujets. Le premier, c'est la question philosophique que vient apporter l'intelligence artificielle. À ma connaissance, vous n'avez pas auditionné, vous n'avez pas recherché dans cette direction-là. C'est une technique qui vient bouleverser notre civilisation. C'est, mon collègue Solignac l'a dit tout à l'heure, c'est une technologie qui vient pour la première fois s'attaquer à ce que sait faire le cerveau humain. Et inévitablement, ça va changer les rapports sociaux, la façon dont la société se construit, le rapport au travail, ça va bouleverser un certain nombre d'équilibres. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse appréhender et non pas uniquement réguler. Bien sûr, il faut être souverain sur les données, bien sûr, il faut poser un cadre, mais il faut d'abord s'interroger sur quelles sont les limites de cette technologie, jusqu'où est-ce qu'on peut aller philosophiquement, éthiquement, avec l'intelligence artificielle. Et dans votre rapport, il n'y a pas de réponse à cette question. Je suis un peu étonné quand même de cette absence de réflexion sur ce point. Vous soulevez des questions, mais vous n'y répondez pas. Et en fait, aujourd'hui, on a besoin de réponses. Il ne suffit pas de dire tout ça, c'est en suspens. Et le risque que vous appréhendez dans votre rapport, c'est que l'approche soit trop prudente. Mais en fait, le risque, il n'est pas là. Le risque, c'est qu'on fasse n'importe quoi. Et l'autre risque que vous mettez sous silence, c'est le risque environnemental. On sait que la data demande énormément d'électricité pour faire tourner les ordinateurs. Pourquoi pas? Mais il faudra choisir. C'est-à-dire que demain, est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle et qu'on arrête de se déplacer en voiture? Voilà, il faudra faire des choix, on le sait. Et vous ne faites aucune préconisation sur les questions environnementales et sur la question de l'énergie. Je voudrais vous entendre sur ce point. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, donc faut-il s'inquiéter quand la réalité rattrape la fiction, voire la dépasse? Ce qui nous semblait encore impossible il y a quelques années s'est infiltré dans tous les pans de notre société aujourd'hui. Au fond, ce n'est pas tant l'intelligence artificielle qui s'invite partout, y compris dans notre Assemblée, qui pose le problème ou les innovations qu'elle porte, mais plutôt ses failles, ses faiblesses et surtout les abus et les détournements qui peuvent en résulter. Donc nous allons insister sur deux points en ce qui nous concerne, qui suscitent des inquiétudes chez nos concitoyens. D'abord les deepfakes, ce que vous appelez en bon français les hypertrucages, qui consistent à utiliser l'intelligence artificielle pour générer de fausses photographies ou vidéos. Donc nous savons que les victimes se multiplient. D'abord les femmes qui voient leur visage utilisé sur des vidéos sans leur consentement. Les associations de défense des droits des femmes nous alertent déjà. Ce ne sont pas seulement des célébrités qui deviennent des cibles potentielles, mais toutes nos concitoyennes. Notre crainte est que notre droit ne protège pas ces victimes. Comme c'est trop souvent le cas dans cette course au numérique, les innovations arrivent vite et nos lois ne suivent pas au même rythme. Certes, le code pénal réprime les différentes formes de montage, en particulier lorsqu'ils ne sont pas manifestes. Cependant, est-ce qu'un contenu produit par l'IA rentre sous le coup de la loi? Ce n'est pas certain. Il nous semble qu'il faut avancer rapidement sur le sujet, notamment avec le projet de loi SREN. Le second point, c'est évidemment la reconnaissance faciale. Nous voulons revenir sur l'affaire qui a fait grand bruit en novembre dernier. La CNIL, donc, à la suite d'une enquête journalistique, a initié une procédure de contrôle contre le ministère de l'Intérieur. Donc, on rappelle que la police et la gendarmerie auraient eu recours à la reconnaissance faciale
en toute illégalité depuis 2015, un recours sans base légale, sans limite et sans contrôle du juge. En dehors de ce scandale, nous sommes sur ce point encore des dangers que peut représenter pour nous l'IA, pour nos libertés publiques les plus fondamentales. Donc, messieurs les rapporteurs, je me doute que vous n'avez pas mené l'enquête avec la CNIL, mais avez-vous travaillé sur le sujet et pour quels résultats? Je vous remercie. Madame Béatrice Rouleau. C'est à moi ? Merci, Monsieur le Président. Je remercie les rapporteurs. Ce rapport nous apprend une bonne nouvelle, c'est que l'Europe et surtout la France sont en avance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Celle-ci ouvre des opportunités nouvelles et des avancées considérables en matière scientifique. Elle permettrait un traitement efficace des données, générant un surcroît de productivité. Il est donc capital, tant du point de vue géopolitique qu'économique, d'encourager le développement de l'intelligence artificielle générative. Cependant, cette évolution ne peut se faire dans l'anarchie car son développement incontrôlé présente plusieurs risques que vous citez dans ce rapport. Risque d'influence extérieure, d'appauvrissement intellectuel, risque environnemental, social avec la réduction de la masse salariale, risque auquel il faut rajouter celui de la déshumanisation. Il est en effet inquiétant de se dire qu'une consultation juridique ne passera peut-être plus par l'expertise et la finesse d'analyse d'un avocat et qu'avec les déserts médicaux, les patients devront parler à un robot qui établira un diagnostic. Aussi faut-il réguler. Actuellement, l'Europe essaie de mettre en place un cadre protecteur. On parle d'élargir les compétences de la CNIL, ainsi qu'un marquage du contenu de l'intelligence artificielle, et nous y sommes favorables. Mais nous nous interrogeons davantage sur l'autorité qui permettra de contrôler les dangers venant de l'extérieur ou les dérives venant de l'intérieur. Ne pensez-vous pas que cette haute autorité chargée de réguler devrait être plurielle, qu'elle devrait comprendre des représentants d'instances extérieures indépendantes, mais aussi des représentants de l'État de nature à garantir la sûreté de l'État et une instance représentative du peuple, des députés par exemple, pour permettre un contrôle des dérives de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Je vous remercie. Et enfin, Monsieur Jordan Guiton. Oui, merci Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. Tout d'abord, je tenais à remercier les rapporteurs pour le travail sur ce dossier qui est important. Cette mission sur l'intelligence artificielle générative donc, est évidemment une source d'avenir pour notre pays. Vous parlez à plusieurs reprises de l'importance des investissements dans ce domaine et vous évoquez notamment la nécessité de trouver un juste équilibre entre investissement et protection des données. C'est vraiment ce qui nous rassemble ce matin et dans ce dossier. Dans le classement des pays qui investissent le plus dans l'intelligence artificielle, la France se trouve à la 6e place avec près de 7 milliards d'euros investis contre 18 milliards pour le Royaume-Uni et compte bien sûr 250 milliards pour les États-Unis sur la période 2013-2023 pour les investissements privés. Mes questions porteront donc sur tout d'abord les investissements que la France doit porter pour être encore plus attractive sur ce sujet tout en garantissant une protection totale des données. Il nous faut trouver finalement un cadre d'investissement public et privé favorisé. Quel serait-il selon vous, messieurs les rapporteurs? Ensuite, il est nécessaire d'agir rapidement sur la fuite des cerveaux, qui est aussi un sujet quand même national. Quelles recommandations portez-vous sur ce domaine, notamment les investissements sur les centres de recherche, sur les bourses aux chercheurs ou encore pour le financement à l'embauche des emplois qualifiés dans l'intelligence artificielle? Et enfin, sur l'intelligence artificielle elle-même, la France semble avec l'Europe à un tournant juridique et politique. C'est évidemment l'enjeu du siècle. Comment faire en sorte que notre pays garde la main sur les futurs ou actuels acteurs privés afin de ne pas en devenir dépendante, comme on peut le voir avec les géants du numérique actuel sur d'autres continents. Et de manière globale, il est important que le politique et donc l'humain garde la main sur ces technologies. Donc je pense que ces sujets nous apportent beaucoup de questions auxquelles nous attendons des réponses. Madame Emeline Kabidi. Merci, Monsieur le Président. Ma question, elle concerne un domaine bien particulier qui est celui de la recherche médicale. Je vois bien dans le rapport cette volonté d'encadrer l'utilisation de l'IA, peut-être l'encadrement plus que la répression dans un premier temps, et la volonté, bien évidemment, de promouvoir la recherche et de ne pas trop brider l'innovation, et l'impératif de protection des données. Sauf que s'il y a bien une matière dans laquelle il faut que l'on puisse partager et mettre en commun les données, c'est bien la recherche médicale, parce que plus on a de données en commun, plus on est capable d'analyser
et donc plus on est capable de trouver des solutions. Dans ce domaine de la recherche médicale, il semble donc y avoir une contradiction entre d'un côté donner accès au plus de données possibles pour que l'IA ait une bonne base de travail, et d'un autre côté la protection des données des malades notamment. Est-ce que vous avez envisagé cette contradiction dans votre rapport, et est-ce que vous avez des pistes de réponse? Madame Danielle Obono. Merci Monsieur le Président, et merci aux collègues pour ce travail sur un sujet extrêmement à la fois passionnant et qui implique pour notre société des changements, je crois, fondamentaux. Comme l'ont dit, je pense, plusieurs collègues, il y a un enjeu fort dans le développement de l'intelligence artificielle générative, et pas simplement sur la question de la protection des données, mais en fait, c'est à quel usage vont être mises les potentialités de ces développements technologiques, et surtout quelle est la vision de la société que nous portons, dans laquelle cette intelligence artificielle générative peut jouer un rôle de progrès et d'amélioration, en tout cas pour nous, d'amélioration des conditions matérielles pour le plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, en tout cas, nous avons une approche qui considère que ça peut être, et ça devrait être, des techniques qui sont développées pour le bien commun, et qu'il faut un investissement, y compris public, massif, pour cela, pour encadrer et pour faire en sorte que ce soit utilisé à bon escient. Et c'est pour ça que nous voudrions aussi vous interpeller sur le rôle de la recherche publique dans le développement de ce secteur scientifique, y compris en matière de recherche, pas simplement technique, informatique, mais comme l'a dit notre collègue tout à l'heure sur les sciences sociales, les sciences humaines, voilà, l'implication que le développement de ces techniques devrait avoir et a déjà en fait sur notre société, et bien sûr sur le développement technologique, parce que ça pose aussi la question justement de la souveraineté, de la capacité à développer dans le domaine public, avec des moyens publics et du coup avec un contrôle public. Ces techniques nous assurent une souveraineté sur elles, et qui nous semble fondamentale. Bien, messieurs les rapporteurs, vous avez la parole pour répondre aux questions des collègues. Merci beaucoup. Alors qu'il me soit permis en introduction-réponse de remercier bien sûr tous ceux qui ont pris le temps d'analyser ce rapport et pour la qualité des interventions, et remercier ceux qui nous ont accompagnés dans ces moments, à savoir les administrateurs de l'Assemblée, François Joly et Ludovic Pinto, même si Ludovic Pinto nous est infidèle depuis quelque temps. Nous le remercions quand même, et également nos collaboratrices directes, à Louise Délisy pour Stéphane Rambaud et Caroline Ken pour moi. Sur trois temps de réponse, sur un premier point, je crois que ce rapport a atteint son objectif, parce que vous avez identifié qu'effectivement nous posons plus de questions que nous n'apportons de réponses. C'est un peu la démarche socratique, hein. C'est que je pense qu'effectivement il aurait été extrêmement présomptueux de notre part de prétendre apporter des réponses, pour la raison, je dirais, méthodologique, qui est que nous sommes en commission des lois, nous ne souhaitions pas faire un rapport général, et que nous pensons en plus que ce sujet, tout le monde doit s'en emparer. Il y a parmi les recommandations qui n'ont pas été peut-être complètement identifiées, le fait que nous pensons que notre office parlementaire des choix technologiques doit s'emparer du sujet, mais de façon permanente. C'est-à-dire que je pense que les intelligences artificielles génératives sont un sujet qu'il va falloir suivre tout le temps, et je crois savoir que d'autres commissions sont en train de réfléchir au fait de lancer des missions d'information. Ça me paraît très important. Donc oui, il y a un certain nombre de questions, notamment qui ont trait aux sciences humaines, qui ont été constamment à notre esprit, mais sur lesquelles il ne nous paraissait pas, dans le champ de la commission des lois, opportun d'y répondre, sauf à s'exposer aux risques que nous avons notamment vécu hier soir, de vouloir créer une science d'État, etc. Bon, je plaisante. La question... j'essaierai de faire une réponse globale à l'ensemble des interventions, je le dis, fort intéressantes, et en tout cas qui éclairent la poursuite des travaux. En fait, la question des intelligences artificielles génératives pose la question du quel droit pour quel juge. Est-ce que notre système juridique est adapté à ces réalités, et est-ce que la façon dont nous jugeons, au sens large, est adaptée? On voit qu'il y a des sujets techniques qui se posent, des sujets d'expertise. On a évoqué le sujet du mode de preuve, on a évoqué le sujet du corpus réglementaire, on a évoqué le sujet de la responsabilité. Qui est responsable d'une information mensongère? Qui est responsable de son utilisation?
Donc on voit bien que là, cela vient percuter une conception traditionnelle de façon assez forte. Et la notion du droit, bien sûr, nous avons identifié que des évolutions importantes devaient être effectuées, notamment sur le droit pénal. J'ai la conviction qu'elles ne suffiront pas et que ce n'est pas avec nos outils actuels du droit, voire même notre conception actuelle du droit, que nous arriverons. Et cela vient percuter, et cela a été dit, l'émergence de droits privés, notamment de ces conditions générales d'utilisation, voire même le fait d'être déférencé d'un réseau social qui aujourd'hui peut créer un préjudice d'image, un préjudice commercial extrêmement fort et sur lequel nous n'avons aucune voie de recours et aucun respect des principes fondamentaux de notre droit à un procès équitable, ni en termes de délai, même si ça va beaucoup plus vite que la justice habituellement, ni en termes de droit de la défense. Et donc on voit bien que là, cela vient percuter. À ce stade, nous n'avons pas de réponse là-dessus, mais je crois qu'il faut accepter aussi de faire émerger des outils de droit souples, y compris dans notre propre système juridique, faute de quoi nous aurons toujours non pas une réponse de retard, mais une réponse de retard est toujours inadaptée. Et c'est pour ça que notamment les autorités administratives indépendantes nous paraissent être sur un certain nombre de sujets, même s'il faut prendre garde à ce qu'elles ne deviennent pas des juridictions, pouvoir porter un certain nombre de sujets, notamment par leur capacité à émettre des règles dites de droit souple et en assurer le respect. La question de la souveraineté est également un sujet qui a été évoqué de plusieurs façons. J'irai bien. Alors d'abord, je voudrais non pas m'inscrire en faux, mais apporter le témoignage de ce que nous avons entendu. La crainte en matière d'intelligence artificielle, ce n'est pas la fuite des cerveaux, c'est que les cerveaux ne bougent plus. Pour que la recherche en intelligence artificielle, la recherche publique, la recherche privée, la recherche dans les entreprises françaises, européennes et mondiales, etc., fonctionne et soit la plus efficace possible, il faut que les gens ne restent pas dans le même laboratoire du moment où ils commencent à travailler sur leur thèse au moment où ils prennent la retraite. Et donc c'est très important d'organiser, comme savent très bien le faire notamment les États-Unis, cette circulation au cours de la vie professionnelle et de la carrière entre la présence dans des entreprises privées et la présence dans des laboratoires de recherche publique, le fait de circuler entre entreprises publiques et privées et d'avoir cette capacité à infuser notre conception de l'intelligence artificielle dans un certain nombre de comportements et de méthodes. Aujourd'hui, quand on est pris à part par M. Lequin qui dit « mais il faut faire attention à ce que ce soit les anglo-saxons qui ne contrôlent pas l'intelligence artificielle à terme », c'est quand même extrêmement intéressant. Ce monsieur travaille pour un GAFAM et il nous dit « moi, parce que je suis issu de la recherche académique française, j'ai envie que la façon dont j'ai appris de travailler sur les intelligences artificielles devienne la règle ». Et aujourd'hui, c'est par la circulation des cerveaux qu'on y arrivera et c'est certainement pas en dressant des barrières. Donc ça, je voulais le dire. L'opposition innovation-réglementation, elle est facile à poser, elle est extrêmement difficile à appliquer. Pourquoi ? Parce que bien sûr, il faut préserver l'innovation et nous pensons, nous, et c'est ce que nous avons essayé de mentionner dans ce rapport, que la réglementation peut venir au service de l'innovation dans la mesure où on accepte, et ce sera un combat qui ne sera pas forcément facile à tous les niveaux et pas uniquement au niveau européen, pour dire qu'à un moment donné, cette technologie des intelligences artificielles étant émergente, le retard technique que nous avons, mais certainement pas conceptuel, est largement rattrapable si nous donnons les moyens de le rattraper. Et les moyens de le rattraper, c'est quoi ? C'est, à un moment donné, créer une forme de privilège ou de priorité d'accès, notamment à la commande publique, à un certain nombre d'entreprises, non pas parce qu'elles sont françaises ou parce qu'elles sont européennes, mais parce qu'elles respectent les principes que nous souhaitons voir respectés en matière d'intelligence artificielle générative. Je crois que le sujet qui est en cause là, et quand on a parlé du risque d'acheter sur étagère, c'est quand on nous explique, et un certain nombre d'acteurs nous ont expliqué, qu'en fait le retard de l'Europe était tellement établi que ça ne servait à rien d'essayer de le rattraper, que notre seule, aujourd'hui, voie de secours ou voie pour exister, c'est de travailler sur la base de modèles qui ont été faits sur nos données sans respecter aucune règle, avec des biais et des hallucinations et des boîtes noires que nous ne décrypterons jamais, et que nous implémentions des petites intelligences artificielles complémentaires qui vont utiliser ces modèles. Donc, entre guillemets, la matière première, vous l'abandonnez, savoir comment ça fonctionne, vous ne nous demandez même pas. En revanche, vous choisissez la couleur de la voiture. Nous pensons que ce n'est pas la solution. Et que pour cela, le retard est rattrapable, parce que nous avons les cerveaux... Et je me permets de le redire et d'insister, pour rattraper ce retard, il va falloir peut-être à un moment donné, non pas dresser une barrière, mais dire, parce que nous voulons des intelligences artificielles respectueuses, frugales, voilà ce que nous voulons, et voilà pourquoi nous privilégions, et voilà pourquoi nous demandons
aux administrations publiques, ça ne sera pas difficile en matière de règles de la commande publique, mais peut-être aussi aux grands donneurs d'ordre privés ou tous les gens qui travaillent de près ou de loin avec la commande publique, de respecter un certain nombre de règles et de s'engager que ce ne soit pas uniquement le produit initial qui respecte, mais toute la chaîne de production, tant les intelligences artificielles génératives sont partout. Pour être sûr d'être bien réveillé ce matin, j'ai écouté France Info et j'ai entendu avec grand plaisir que EDF confie à AWS le stockage de ces données. EDF. Voilà. La recherche m'intéresse. Nous avons eu des débats extrêmement intéressants et sur lesquels je crois que nous étions unanimes, même si ça a beaucoup crié dans l'hémicycle, sur le fait que EDF était un fleuron industriel que nous devions protéger. Ce fleuron industriel va aujourd'hui prendre ces données et les confier à un acteur qui nous jure la main sur le cœur, qui respectera les données, etc. Aujourd'hui, si nous leur demandons, ils ne savent même pas s'ils sont capables de respecter ce qu'ils nous disent. Essayez d'exercer votre droit qui est prévu dans le RGPD, pardon d'employer le terme anglo-saxon, du opt-out. Vous écrivez à ChatGPT, vous dites voilà, désormais les données qui nous concernent, vous oubliez. J'exerce mon opt-out. Je ne sais pas ce qu'ils vont vous répondre, plutôt je ne sais pas ce que le robot conversationnel va vous répondre. Mais en revanche, il est assez peu probable que cette réponse soit suivie des faits. Voilà. Donc, je pense que ce sujet de la souveraineté nécessitera de mettre la réglementation au service de la souveraineté et de l'innovation et qu'il n'y ait pas d'opposition. Alors oui, nous avons employé le terme d'Airbus. Alors pourquoi ? Parce que je crois que ce dispositif fonctionnera. Nous pourrons créer des géants de taille mondiale sur le territoire européen, et je le redis, non pas parce qu'ils sont en Europe, mais parce qu'ils respecteront de façon native les modèles que nous souhaitons avoir, notamment en matière de protection de données et de transparence des algorithmes. Airbus, qu'est-ce que c'est ? C'est sur le territoire européen l'alliance d'acteurs qui disent nous avons un projet commun. Ce n'est pas tout le monde, c'est les gens qui veulent. Et je pense qu'il faut avoir sur ce même modèle-là, pour ceux qui partagent sur le territoire européen la même conception de protection des données et de la volonté d'intelligence artificielle, et je dirais un mot sur l'aspect environnemental, frugale et respectueuse, et bien la volonté de créer en commun quelque chose qui peut fonctionner. Il y a des initiatives qui sont faites, mais plutôt au niveau autour du commissaire Breton, d'une grande entreprise européenne. Je pense qu'aujourd'hui, étant donné que tous les pays européens n'ont ni les mêmes objectifs, ni la même volonté, il ne sert à rien d'essayer d'associer tout le monde. Il vaut mieux associer exclusivement ceux qui veulent. Nous l'avons dit, la protection des données est complètement essentielle. Je pense que, pour répondre à M. Aquavive sur le sujet de la reconnaissance faciale, on est déjà un train en retard, si je puis me permettre. Enfin, je veux dire, le sujet est très important, le sujet est très symbolique. Aujourd'hui, il n'est pas complètement fondamental. Et des gens qui travaillent, notamment, je pense à la société Videtix, qui travaille dans le cadre des Jeux Olympiques sur les choses, estiment aujourd'hui qu'il y a potentiellement plus de risques sur les détections de mouvements que sur la reconnaissance faciale en matière de protection des libertés individuelles. Et donc, ils sont très, très avancés sur le fait de dire on peut tout à fait construire aujourd'hui des IA frugales en matière de respect des données, y compris en matière de reconnaissance faciale. N'utilisons pas la reconnaissance faciale comme une forme d'épouvantail. Elle n'est certainement pas la solution à tout, elle n'est certainement pas le démon qu'on a voulu présenter. Le contrôle social fonctionne en Chine assez peu sur la reconnaissance faciale. Il fonctionne sur tout un tas d'autres paramètres. Donc, c'est un point sur lequel je souhaitais insister. Enfin, sur l'aspect énergétique, oui. L'intelligence artificielle pose un problème. Alors, dans l'état actuel des technologies, tant que les ordinateurs quantiques ne sont pas aussi avancés qu'on imagine, on a aujourd'hui des consommations énergétiques qui augmentent. Cela dit, c'est un sujet important. C'est un sujet qui fait qu'aujourd'hui, les constructeurs de grands modèles pensent qu'on est peut-être un petit peu au bout d'un système, mais la recherche arrive à établir quand même, et notamment la recherche française, qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'entraîner les modèles sur des données aussi grandes, sur un nombre de données aussi important. Et bien sûr que nous aurons des choix à faire globalement si nous voulons maintenir notre niveau de vie. Aujourd'hui, il n'est pas tout à fait certain que le dimensionnement de l'intelligence artificielle générative et de ses usages soit lié à sa consommation énergétique et à son impact environnemental. Enfin, dire sur les aspects sociaux, et qui est un petit peu le point noir, le point aveugle de ce rapport. Aujourd'hui, tous les gens qui arrivent à quantifier l'effet des intelligences artificielles génératives sur le monde du travail, sur l'évolution du travail, ont une boule de cristal, ils n'ont pas de vérité scientifique. Cela a été dit, c'est une des premières révolutions industrielles qui touche les cols blancs de façon massive, plutôt avec un phénomène observé actuellement qui est que ça permet de rapprocher la productivité des gens identifiés comme les meilleurs par rapport aux gens qui étaient peut-être identifiés comme moins excellents. On n'en est qu'au début. Ça va probablement modifier la façon de travailler. Ça va probablement modifier un certain nombre de métiers. Un certain nombre de métiers vont être créés.
Ce qui est à peu près clair, c'est qu'en dehors du fait qu'on est dans une grande incertitude, il y a un choix à faire à un moment donné dans le niveau d'intervention humaine qu'on mettra aux côtés des intelligences artificielles. Mais ça, ce n'est pas un choix qui sera commandé par des mouvements sociaux, c'est un choix qui sera commandé par une volonté managériale dans les entreprises et politique pour l'action publique. Ce que je crois notamment, mais ça a été évoqué, je ne crois pas que les intelligences artificielles et les bots conversationnels, quels qu'ils soient, seront une alternative à la présence des services publics. Ils doivent être un outil qui permettront aux services publics d'être plus efficaces et meilleurs. Si on arrive à délivrer du temps d'agent plus attentif à l'usager parce que l'intelligence artificielle et son bot conversationnel leur a permis de faire des recherches plus rapides, on aura gagné. C'est un petit peu la notion d'exosquelette que j'évoquais, mais certainement pas une notion de remplacement. Imaginons des maisons France Service avec un robot conversationnel qu'on appellera Marianne pour rester des républicains. Je pense que ce serait un échec assuré et c'est en tout cas pas la direction dans laquelle, à titre personnel, je souhaiterais que notre société aille. Merci. Bon, moi aussi, comme Philippe, je vous remercie à tous pour ce foisonnement de questions qui montre l'intérêt que vous avez pour l'intelligence artificielle générative. Alors, dans les questions, là, j'ai repéré 4 axes. Tout d'abord, vous questionnez beaucoup sur l'IA Act, hein, c'est normal, on en parle beaucoup. Ensuite, sur les mécanismes de régulation d'une manière plus générale de l'IAG. Ensuite, sur les investissements publics dans l'intelligence artificielle et la lutte contre la fuite des cerveaux. Et enfin, sur la question philosophique, le bouleversement de la civilisation. Donc, dans un premier paragraphe, je dirais, sur l'IA Act. En fait, l'Europe, parce que l'IA Act, donc c'est fait à Bruxelles, l'Europe se veut être en équilibre entre le modèle anglo-saxon, très libéral, sans contrainte, le modèle américain, et un modèle très dirigiste, régulateur, comme la Chine. Bon, mais auparavant, je vais faire un peu d'historique. L'IA Act n'est pas né comme ça par hasard. Il y a déjà, l'Union européenne possède déjà un cadre juridique depuis longtemps pour la protection des données, mais qui s'applique imparfaitement, c'est vrai, à l'intelligence artificielle. D'abord, c'est le règlement général de la protection des données. En vigueur depuis 2018, comme son nom l'indique, protection des données. Il est mis en application en France par la CNIL et au niveau européen par le contrôleur européen pour la protection des données. Le RGPD a été doublé depuis septembre 2022 par le règlement sur les marchés publics, le fameux DMA, qui vise à mettre fin à la domination des GAFAM, ces géants de l'Internet. Les GAFAM, ce sont des contrôleurs d'accès, c'est-à-dire ces acteurs ayant une forte influence sur les marchés intérieurs, et le DMA les oblige à se conformer à une série d'obligations et d'interdictions, d'ailleurs sous peine de sanctions importantes. Des amendes qui peuvent atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial total du contrôleur d'accès, et même 20% en cas de récidive. C'est colossal, hein ? Voilà. Donc le DMA s'est vu complété du DSA, du Digital Services Act, qui est le règlement sur les services numériques depuis août 2023. Le DSA surveille et responsabilise les services en ligne et protège les droits des internautes. Donc le DSA lutte entre autres contre la haine en ligne, la désinformation ou la vente de produits illégaux. Pour contrôler le respect du DSA, chaque État membre de l'Union européenne désigne un coordinateur des services numériques. En France, c'est l'ARCOM, qui est cette autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Là aussi, des amendes fortes, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, peuvent être infligées en cas de non-respect. En France, il y a le projet de loi de sécuriser et réguler l'espace numérique, le SREN,
qui veut adapter le droit français aux contraintes du DMA sur les marchés publics et du DSA sur les services numériques. En dehors du DMA et du DSA, il y a aussi le Data Act. C'est le règlement sur les règles harmonisées en matière d'accès et d'utilisation équitable des données adopté en juillet 2023, donc c'est tout neuf. Le Data Act soutient l'utilisation de données dans le respect du droit de l'Union européenne. Mais tous ces textes ils ne s'appliquent qu'indirectement à l'intelligence artificielle, et notamment à l'intelligence artificielle générative. Car la question de la protection des données ne va pas couvrir l'ensemble des risques existants liés à l'IAG. Le RGPD, effectivement, ne permet pas d'imposer un étiquetage des contenus, ni de contrôler les biais introduits par un algorithme ou par la méthode de l'entraînement. Alors, l'IA Act, proprement dit, en l'absence de règlement spécifique sur l'intelligence artificielle, la concurrence des modèles extra-européens risque de menacer la capacité de l'Europe à faire émerger des modèles conformes à ses principes. C'est pour cela que le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne sont parvenus, mais tout récemment, le 9 décembre 2023, à un accord provisoire sur de nouvelles règles de contrôle des systèmes d'intelligence artificielle selon une échelle de risque. Alors, il y a les systèmes à risque inacceptables, mais qui sont considérés comme une menace pour la sécurité des personnes. Alors ça, ce sont des systèmes interdits, carrément. Ensuite, il y a les systèmes à haut risque qui demandent une évaluation a priori, par exemple les véhicules autonomes, les robots chirurgicaux. Ensuite, il y a 4 systèmes de risque. Ensuite, les systèmes à risque limité, les chatbots, les utilisateurs doivent savoir, et je l'ai dit tout à l'heure, s'ils interagissent avec une machine ou avec un humain. Et enfin, il y a les IA à risque minimal ou nul qui sont librement utilisables, par exemple les jeux vidéo. Et l'intelligence artificielle générative se situe entre les systèmes à haut risque et les systèmes à risque limité. Il y aura des contrôles a priori sur les IAG, sur la qualité des données d'entraînement et du modèle statistique, sur le marquage des contenus, sur le contrôle des biais, etc. Et des contrôles a posteriori sur la qualité des réponses, les hallucinations dont a parlé Philippe tout à l'heure, sur le traitement des plaintes. La régulation, elle est nécessaire pour s'assurer que les IAG sont dignes de confiance et doit s'imposer à l'ensemble des acteurs, y compris extra-européens. L'IA Act recommande d'asseoir les règles de droit dur avec les règles de droit souple, qu'on appelle aussi la compliance, visant à prévenir les dérives, mais sans brider l'innovation et les usages. Alors, sur le mécanisme de régulation de l'IAG maintenant. La régulation, oui, car les pouvoirs publics, et on l'a dit déjà, ont le devoir de protéger les citoyens contre les risques inhérents de l'IAG, qui n'en est qu'à ses débuts. On est à l'aube de cette révolution. D'abord, protéger les données des utilisateurs, en particulier les données à caractère personnel et celles soumises aux droits d'auteur. Ensuite, réguler, pourquoi ? Pour limiter le risque de biais, d'influence extérieure et d'atteinte aux principes républicains. Enfin, pour protéger les citoyens contre l'utilisation détournée des IAG. La France est souveraine pour adapter son droit pénal aux nouvelles menaces, par exemple les hypertricages, qu'on appelle les deepfakes, la manipulation de l'information, la définition du faux, du plagiat. Mais attention, la régulation, le contrôle ne doit pas gêner l'usage, mais aussi et surtout l'innovation. La France est très avancée en matière d'IAG grâce à ces start-up, et la CNIL apparaît comme la mieux amène, on l'a dit et on l'a écrit dans notre rapport, à même d'assurer la mission de réguler les IAG, car elle a un volet conseil et accompagnement. En plus de son volet sanction, contrôle, elle a un volet, je le répète, conseil et accompagnement auprès des start-up. Et ça, c'est important. Enfin, les investissements publics dans l'IA et la lutte contre la fuite des cerveaux. La lutte contre la fuite des cerveaux,
C'est une de nos 33 recommandations, parce que c'est vrai, j'ai entendu dans vos questions, est-ce que vous avez des recommandations sur tel ou tel sujet? Il n'y en a pas assez. On en a quand même fait 33. Et l'une d'entre elles, c'est la lutte contre la fuite des cerveaux. Il faut effectivement soutenir financièrement nos chercheurs français dans le domaine de l'IAG. Au moyen de quoi? Au moyen de bourses et de la mise à disposition de capacités de calcul et des jeux de données à disposition des petites entreprises. Bien entendu, il faut favoriser l'investissement dans l'IAG au sens large. Mais nous sommes en commission des lois et on ne peut pas trop empiéter dans le domaine de la commission des affaires économiques ou celle du développement durable. Par contre, on peut parler du rôle des pouvoirs publics dans le développement des IAG. Trop peu, à ce sujet, trop peu d'administrations utilisent les IAG à ce jour. Nous avons adressé à l'ensemble des administrations métiers un questionnaire sur leur rapport avec l'IAG. Seule la DACJ, la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, et la Gendarmerie nationale nous ont répondu. Il serait donc utile que voie le jour une instance de dialogue interministériel tournée vers les technologies, mais aussi et surtout vers les usages. Nos recommandations en la matière sont donc à la fois de prévoir une stratégie pluriannuelle en matière d'IAG, comprenant un volet consacré à son usage dans les administrations, d'internaliser les compétences en matière de développement d'applications d'IAG à partir de modèles d'IAG, et enfin de prévoir une instance permanente de dialogue entre les administrations sur l'usage des IAG. À ce sujet, je vais faire quand même une mention spéciale à la Gendarmerie nationale. Parce que dans le domaine des expérimentations, dans le domaine régalien, la Gendarmerie nationale est l'administration qui nous est apparue la plus mature dans son utilisation de l'IAG. La DGGN identifie en effet de nombreux risques sécuritaires directement liés à l'usage de l'IAG. À court terme, c'est la désinformation et la fraude à l'identité. À moyen terme, c'est la création de nouvelles molécules, des cellules souches ou encore des virus. Et à long terme, ce sont les attaques cyber plus performantes, comme les attaques dites adverses qui modifient l'interprétation des systèmes d'IA. Et donc, pour lutter contre ces risques, la DGGN a développé ses propres outils d'IAG, par exemple en s'appuyant sur des bases de données, du son, du texte, des images, à des fins visant, donc, qui lui sont propres, ces IAG qui lui sont propres à la DGPN. Elle a mené un travail d'apprentissage de systèmes d'IA visant à détecter le détournement des IAG à des fins délictuelles ou même criminelles. Elle dispose ainsi, par exemple, d'un logiciel de détection des hypertrucages. La gendarmerie, et j'en finirai par là, va encore plus loin en utilisant l'IAG comme une technique d'enquête, par exemple en rajeunissant ou en vieillissant des portraits de personnes à des fins d'identification criminalistique ou de recherche de personnes disparues. Voilà, donc ça, c'est l'intelligence artificielle générative mis dans le sens positif, puisque c'est mis dans le sens de la lutte contre la criminalité. Voilà. Ça n'empêche pas tous les risques qu'il peut y avoir aussi si toute cette technologie est mise dans un but négatif. Voilà. Bien, merci, messieurs les rapporteurs. Ce que je vous propose, c'est de mettre aux voix, et vous le savez, l'autorisation de publier le rapport de nos rapporteurs sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, qui vote pour cette autorisation de publier le rapport? Qui vote contre? Elle est adoptée. Merci beaucoup. Merci, messieurs les rapporteurs. Et puis, on se retrouve, pour ce qui nous concerne, mercredi, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, après la suspension de nos travaux parlementaires. Merci à vous.
Oui, les membres du bureau,